Alors, bonjour à tous. Nous souhaiterions aujourd'hui vous entretenir aussi synthétiquement que possible au sujet d'Alain Soral. C'est un écrivain que l'on ne présente plus et que l'on ne présentera pas pour cette vidéo, car nous souhaitons précisément nous adresser à ceux qui connaissent bien Alain Soral, à ceux qui l'écoutent et le suivent à travers ses vidéos depuis longtemps, et qui, d'accord avec certaines ou plusieurs de ses analyses, en déduisent qu'il faut suivre et soutenir cette personne. C'est sur ce point que nous aimerions expliquer dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas soutenir Alain Soral dans son action politique et pourquoi il n'est pas un guide valable ou l'homme providentiel. Donc avant d'en perdre certains, j'aimerais d'abord lister en toute simplicité quelques qualités d'Alain Soral. Cela me paraît indispensable dans la mesure où nous ne nous situons pas dans la critique gratuite ou le lynchage facile au chaud derrière notre ordinateur, mais bien parce que nous voulons au contraire, conscients qu'Alain Soral peut susciter légitimement de l'intérêt, montrer une limite capitale dans son analyse. Alors Alain Soral est un écrivain et penseur qui est intelligent et cultivé. Il suffit de voir ses vidéos pour comprendre qu'il a de la culture et que certaines de ses analyses peuvent se confirmer dans les faits. Je pense notamment à ce qu'il peut dire sur les journalistes ou son analyse sur la crise financière. Alain Soral est ensuite un des hommes médiatiques les plus courageux du moment. Certes, la concurrence n'est pas rude dans cette période où les hommes politiques n'ont absolument plus la moindre conviction sincère, mais Alain se démarque quand même par sa capacité à continuer malgré les procès et les menaces. Il y en a peu qui le critiquent qui pourraient en faire autant. Voilà, moi aussi j'ai passé de bons moments à regarder ces vidéos du con du mois, mais je m'arrête là pour les compliments parce que Alain est suffisamment orgueilleux pour que je ne le flatte pas davantage. Alors, in medias res, le problème d'Alain Soral, et la raison pour laquelle il ne faut pas le soutenir dans son projet politique, c'est qu'il est marxiste. Il est fondamentalement marxiste. Et ce marxisme intellectuel qu'il habite, il ne s'en cache pas. J'en veux notamment pour preuve la situation suivante, tirée de son livre, du livre Alain Soral, l'intellectuel de gauche qui dérange la gauche, qui est paru dans la revue Éléments, 113, été 2004. Je cite. Les gens un peu instruits savent que le marxisme, loin de se réduire à l'expérience soviétique, est d'abord un outil d'analyse. Un outil d'analyse qui conçoit la réalité comme une totalité historique en cours et dont les performances sont bien supérieures à ce que peut produire l'idéalisme, qu'il soit ontologique ou subjectif. Le marxisme, dit aussi matérialisme historique et dialectique, donne à quiconque s'intéresse à la complexité du réel une telle leçon de virilité intellectuelle qu'il est difficile après de se contenter des visions passéistes d'un Maurras, nostalgique d'un Heidegger, naïf d'un Marcuse, et même du monodéterminisme plutôt sympathique de René Girard qui gagnerait beaucoup à lire Henri Wallon. Fin de citation. On voit donc très bien dans ce passage non seulement la culture d'Alain Soral, mais surtout qu'il a très bien saisi ce qu'est le marxisme, et le fait qu'il utilise cet outil d'analyse avec lequel, selon lui, aucun autre ne peut rivaliser. Chez Alain Soral, ce marxisme va poser deux problèmes majeurs. Le premier, sur lequel je ne veux pas m'attarder, est celui de l'analyse systématique de tout le réel à travers ce prisme du marxisme. Donc, in fine, tout va s'analyser en termes d'opposition et de lutte, de victoire d'un camp sur l'autre et d'une lutte perpétuelle. En fait, pour un marxiste, dès qu'il y a un rapport, il y a une lutte. Et nous allons voir qu'ainsi, dès qu'il y a une autorité qui impose son pouvoir, grosso modo, chez un marxiste comme Soral, il y a un problème. Ce serait plus complexe à analyser, tandis que le deuxième problème chez Soral est beaucoup plus concret, évident et simple à saisir. C'est celui de l'action, de la praxis. Le problème de la mise en œuvre des idées et du qu'est-ce qu'on fait maintenant pour agir. Et ici, la vie d'Alain Soral montre qu'il a toujours fait preuve d'une très faible clairvoyance. Je m'explique. Alain Soral est né en 58, blablabla. Bon, dans les années 90, il rejoint le Parti communiste. Alors, comme il y a une très forte tolérance en France envers les communistes, cela passe inaperçu, mais une adhésion à un tel parti, quand on sait tout ce qui se passe et s'est passé en URSS et en Chine, c'est vraiment scandaleux et ça doit interpeller. Le PCF a objectivement et pendant plusieurs décennies défendu le régime communiste de l'URSS et a prétendu que c'était la solution à importer en France. Donc rejoindre ce parti dans les années où l'on sait
alors que l'on sait que le communisme n'a jamais fonctionné dans aucun des pays où il s'est imposé par la Révolution, ça doit alerter. Certes, beaucoup se retranchent derrière l'ignorance sur ce qui se passait réellement là-bas, mais justement, lorsque les informations se confirment sur ce qui s'y passe vraiment, lorsque Solzhenitsyn vient en Europe et aux États-Unis témoigner, il y a eu un énorme mouvement de fuite des intellectuels du PCF. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont soutenu quelque chose d'inacceptable. J'aimerais citer pour illustrer cela un livre d'un franc-maçon notoire qui s'appelle Pierre Simon, qui a promu la contraception et l'avortement en France. Et dans ce passage, il décrit le changement d'attitude du PCF face à la contraception. C'est le livre De la vie avant toute chose, édition Mazarine, 79, page 102. Je cite. « Le PCF allait plus loin. Non seulement le malthusianisme était par essence une doctrine bourgeoise qui renforçait le pouvoir des nantis, mais la classe ouvrière ne pourrait jamais accéder à l'usage des méthodes contraceptives, fussent-elles reconnues. Bref, de belles et bonnes raisons qui cachaient mal ce qui se terrait derrière et qui portent un nom, le puritanisme. Les intellectuels du PCF, bien sûr, se sentaient mal à l'aise. La plupart pourtant se tenaient quoi ? Éternellement mis à l'écart par l'appareil du parti, saluant Thorez, ils admiraient en secret Togliatti qui, en Italie, prônait le contrôle des naissances. Puis il y eut Budapest. Les bouches s'ouvrirent, les yeux se dessillèrent. La HSC, la Haute Société communiste, perdit alors bien de ses membres, dont de nombreux médecins. Alors, comme ils se débondèrent, par un de ces effets de pendule, ce furent eux qui crièrent le plus fort. Le train de l'histoire prenait de la vitesse. À leur tour, les apparatchiks escaladèrent le marchepied, sentant qu'ils allaient rester sur le quai en compagnie des dévots. Ce retournement fut admirable. » Fin de citation. Voilà, donc il y a un avant et un après Budapest, et un avant et après la répression objective. Et sur ce point, il faut bien voir que la défense d'Alain Soral est très révélatrice de son caractère, parce que quand on lui demande s'il soutenait toujours à cette époque le régime russe, il s'en défend et dit que s'il a adhéré au PC à cette époque, c'était avec un ami et par esprit de dissidence et d'opposition. Tout le monde part, lui seul, il arrive. Et cela est très révélateur d'Alain Soral, c'est que pour se démarquer, il est prêt à adopter une posture iconoclaste et radicale. Alors Alain Soral va ensuite faire des analyses intéressantes du communautarisme, avant de soutenir Chevènement en 2002. Là aussi, ce qu'il en dit est très révélateur. Je vais citer un extrait d'un entretien qu'il a eu avec Emmanuel Blanchard le 18 mai 2011. Citation. « Chevènement pour mon parcours personnel est une sorte de sas. Je n'aurais jamais pu me rapprocher du FN directement. Toute mon idiosyncrasie est formatée par l'extrême gauche. C'est comme des pelures d'oignon qu'il faut enlever. Ce n'est pas possible sans médiation. Alors quand je vois que Chevènement au cours de la campagne du premier tour de 2002 s'effondre, n'ose pas franchir le Rubicon, et on voit tout à coup qu'il n'a pas le courage d'aller au bout, et finalement le seul qui a le courage, qui n'a pas l'appareil conceptuel finalement cohérent, le seul qui a le courage politique parce qu'il n'a jamais fait partie de la bourgeoisie politique, ce qu'on appelle l'establishment, le seul qui pourra aller jusqu'au bout d'une critique radicale du système, s'il était à la limite moins mal entouré, parce que c'est comme ça que je le vois, ce serait Le Pen. Et c'est là que je me dis, je milite alors que je suis encore très lié au PC, enfin au déçu du PC, je dis, il faut voter Le Pen, c'est le vote révolutionnaire. Fin de citation. Donc ce cheminement pour un marxiste n'est absolument pas incohérent. Au contraire, c'est parfaitement en phase avec le but recherché, et le but c'est toujours de faire la révolution, de renverser l'ordre établi. Il le dit dans ce passage, on ne peut plus clairement, aller jusqu'au bout, critique radicale du système, le vote révolutionnaire. Donc après le PC en voie d'effondrement, Chevènement, on passe au FN. Notez d'ailleurs qu'il y a là une antithèse dans les mots vote révolutionnaire, parce que le changement de régime ne passe pas par les urnes. La révolution ne fonctionne pas comme ça. Et pendant plusieurs années, tout de même, il défend Marine Le Pen. Marine Le Pen et sa ligne ultra-républicaine et laïciste. Mais finalement, comme elle pense que Jean-Marie Le Pen a atteint un plafond indépassable en 2002, elle choisit de polisser l'image du parti pour le rendre acceptable, au moins aux yeux des électeurs UMP, pour faire sauter la barrière complètement factice du barrage républicain.
Donc fini la révolution chez Marine, le parti fait les yeux doux aux Juifs, c'en est trop pour Alain Soral qui voit qu'il ne pourra pas faire la révolution avec elle et il quitte l'équipe FN. Il lance ensuite une liste antisioniste en 2009. C'est un gros moment de l'application de la praxis marxiste. Un juif, un chrétien et un musulman unis contre le sionisme. C'est vraiment à ce moment-là où il commence à bien systématiser son nouveau schéma révolutionnaire, à la recherche d'une alliance transversale pour renverser l'oligarchie régnante. Une union transversale entre gens de différentes classes ou catégories, à qui l'on fait prendre conscience qu'ils ont un ennemi commun, la classe judéo-maçonnique sionisto-mondialiste. Et cette classe qui a servi l'humanité par la dette, qui soutient l'immigration et les conflits culturels pour maintenir sa domination, dans un plan machiavélique. Donc, le petit peuple, les catholiques réactionnaires, les musulmans, les vrais communistes, doivent se rendre compte que l'union sacrée est à l'ordre du jour, et qu'il faut cette union sacrée pour éliminer la classe dominante qui a remplacé la bourgeoisie d'avant. Ce sont les sionistes mondialistes, éternellement attachés à Israël, quand même. Et voilà. Donc notons enfin qu'après cette liste antisioniste, il promet qu'il arrête la politique. Aujourd'hui, il est en train de fonder un nouveau parti avec Dieudonné. Je fais pas de commentaires. Il y a 3 failles énormes que l'on peut dégager de ce parcours, que je reformulerai en 3 questions. C'est pourquoi renverser la classe dominante ? 2, par quoi la remplacer ? Et 3, comment croire à l'union sacrée contre les juifs ? Sur la première question, les marxistes sont complètement en roue libre. C'est à mon sens la raison pour laquelle le communisme qui en découle s'est complètement effondré. C'est que le rêve d'un homme nouveau, d'une société sans État, s'est complètement effondré. L'idée qu'en supprimant la classe dominante, qu'on la remplace temporairement par un État, et que grâce à cela on assisterait à l'émancipation d'un homme qui travaillerait alors par plaisir, autant qu'il le souhaiterait, et qu'il pourrait s'accomplir, que la société retrouverait une harmonie, parce qu'il n'y aurait plus d'exploitation. Ça, c'est un rêve total qui ne s'est jamais réalisé, et à chaque fois ça a fini par la dictature, la famine et les goulags. Donc c'est le résultat d'une expérience systématique et une conclusion intellectuelle logique à laquelle on peut aboutir, que si on décapite l'autorité, il faut mettre autre chose à la place. Ça amène la deuxième question. Par quoi est-ce qu'on remplace la classe dominante ? Puisque maintenant, on sait qu'il faut de toute façon remplacer, qu'il y aura autre chose après. Qu'est-ce qu'Alain Soral a proposé de mieux ? Parce que par expérience, surtout les expériences récentes, lorsque, en 1789, par exemple, la noblesse de robe remplace la noblesse, ça ne se fait pas au bénéfice du peuple, au contraire. C'est pareil quand la bourgeoisie est triomphante, qu'elle remplace la précédente classe dominante, les enfants travaillent dans les mines, etc. Donc, vouloir faire la révolution, c'est une chose, mais avant de tout jeter, parce que ça ne fonctionne pas bien, il faut mieux bien réfléchir à ce que l'on veut remplacer et être sûr que ce que l'on propose de neuf sera vraiment mieux. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire couler le sang et de faire la révolution. Ce qui amène à la troisième question et à ce mythe de l'union sacrée que propose Soral. Or, Marine Le Pen, pour l'instant, est sur une ligne, en réalité, où son allié objectif, ça serait Mélenchon. Ça serait l'ancien parti communiste. Hein, parce que c'est, effectivement, elle est anti-système. Or, il y a deux possibilités de l'antisystème aujourd'hui. C'est un antisystème historiquement de droite, qui est le Front National, et un système historiquement de gauche, qui est le prolongement, finalement, du Parti communiste authentique, avant qu'il soit détruit par les trotskistes et le Parti socialiste. J'ai vécu cette destruction de l'intérieur quand j'y étais au début des années 90, et qui serait aujourd'hui incarné par Mélenchon. Et en réalité, aujourd'hui, l'union sacrée dans une présidentielle pour s'opposer au système UMPS, ça serait une union sacrée Marine Le Pen-Mélenchon. Je vais vous dire un truc. Qui de Marine Le Pen ou Mélenchon serait le plus opposé à cette alliance ? Marine Le Pen ou Mélenchon ? Quand vous posez cette question, vous donnez la réponse sur qui est le salaud des deux, qui est le traître et qui est l'agent du système. Voilà. Hein, parce que je pense que Marine Le Pen serait tout à fait d'accord pour travailler avec les mélenchistes sur en plus un CNR, un programme commun totalement cohérent, résistance au mondialisme,
dont parle maintenant même Montebourg, osant parler, résistance au mondialisme, résistance au capitalisme financier, retour à un État jacobin finalement, à une laïcité authentique, etc., paix communautaire. Enfin, normalement, ils devraient travailler ensemble. On est là vraiment face à un mythe complet, et il faut vraiment réfléchir quelques secondes. Comment peut-on croire que des gens aux intérêts, des gens à la culture, des gens aux finalités différentes vont s'entendre pour gouverner un pays? C'est intellectuellement impossible. Si on n'est pas d'accord sur la fin, comment est-ce qu'on va y arriver ensemble? On ne peut pas. C'est le cap qui doit être clair. Après, on peut faire quelques détours, des compromis, mais si on n'est pas d'accord sur la fin, ça va pas être possible d'agir ensemble. Alors comment fonctionne ce mythe? C'est tout simple, et pratiquement tous ceux qui votent en France tombent dedans. C'est un homme qui vient vous voir et qui vous dit: écoute, je suis d'accord avec toi sur plein de choses, et je sais que nous ne sommes pas d'accord sur plein d'autres. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment face à une grande menace. Alors ici, on adapte le discours. Soit c'est l'ennemi est aux portes de la ville, aux portes de la capitale, ou les juifs nous menacent tous, ou une autre n'importe quoi. Donc, face à cette menace, il faut que nous mettons intelligemment tous nos différends de côté, qu'on s'unisse pour vaincre ce péril, sinon on mourra tous les deux. Et que fait le citoyen français? Il dit mais oui, tu as raison, et il vote, et il revote. Et il faut comprendre que quand une personne vous tient ce discours, elle vous tend la main droite, mais sa main gauche est dans le dos avec un poignard en main. Forcément. Et les républicains, dans les 2 derniers siècles, ont montré une habileté à jouer à ce petit jeu-là qui dépasse franchement l'entendement. Je pense en particulier à la capture de Napoléon III en 1870 et la proclamation de la République, alors que la guerre est même pas finie. Et puis également à propos de la Première Guerre mondiale, où des milliers d'hommes sont sacrifiés au nom de cette union sacrée. Je vous recommande à ce sujet la vidéo d'Henri Guillemin, qui en parle très bien. Donc, l'union sacrée est une espèce d'énorme mythe d'une alliance temporaire pour vaincre un ennemi. Mais en fait, il faut comprendre que c'est à qui sortira le couteau en premier pour qu'une fois la victoire assurée, il puisse régner lui. Et ce qui est vraiment impressionnant à ce sujet, c'est qu'Alain Soral l'a subi, mais n'en tire aucune conclusion. C'est-à-dire qu'il a prouvé par son expérience avec Égalité et Réconciliation que l'union sacrée, gauche du travail, droite des valeurs, ne peut pas fonctionner. Je fais évidemment référence à ce qu'on a appelé la dissidence dans la dissidence, où en fait Alain Soral a appliqué sa logique. Il a fait monter des gens au parcours et aux valeurs très différentes, très diverses, dans différents domaines, pour rassembler. Donc Farida Belgoul, Laurent Louis, des collaborateurs, un anticapitaliste, etc. Et en fait, alors même que tous ces gens sont encore très très loin de la victoire ou du pouvoir, eh ben ils ont soit trahi Soral directement, ou l'ont insulté, ou ont voulu lui faire un coup bas, ou inversement, peu importe. Ce qui ressort des faits, c'est que la collaboration n'a jamais pu durer, et que, in fine, Soral les a dégagés. Lui-même l'explique dans une de ses vidéos. Il s'est rendu compte à un certain moment que certains l'utilisaient comme un marchepied. Il cite quelqu'un qui dit « Ah, Soral, c'est juste une étape. » Oui, exactement. Bienvenue dans l'union des personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes projets. Vous avez besoin de Soral à un moment pour gagner en popularité, ils le rejoignent, ça va plus, il s'en va, etc. Donc, ça c'est ce qui s'est passé. Donc, imaginons que les vrais communistes, les républicains marinistes, les catholiques, les musulmans, tous ces gens qui sont gauche du travail et droite des valeurs s'unissent pour renverser l'oligarchie actuelle. Qu'est-ce qui va se passer? À la première occasion, ils vont se déchirer sur un problème, et l'un de ces groupes va sortir vainqueur. C'est inévitable. Parce que ça ne suffit pas d'être d'accord sur un point ou plusieurs pour s'allier avec quelqu'un et mener un projet valable. Ce qu'il faut, c'est être d'accord sur la fin et sur l'essence du combat, donc sur l'essentiel. Donc un projet d'union factice,
c'est la garantie que les projets de combat politique d'Alain Soral sont voués à l'échec. La bonne attitude, quand on est face à un problème, à un dysfonctionnement, c'est pas de tout de suite chercher, comme Soral, le dominant, le dominé, le rapport de force, etc., et de foncer encore dans la révolution. C'est de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là, pour établir la cause d'un problème et agir sur celle-ci. Et malheureusement, comme Soral est marxiste, ce prisme d'analyse ne lui permet que de voir une révolution qui va amener un autre ordre et qui entraînera également une domination, et puis qu'il faudra de nouveau une révolution, etc., etc., etc. Et il ne remontera jamais en fait au principe.